Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour mon cours évaluation d'entreprise à l'IAE de Master 1 CCA, comptabilité, contrôle, audit. Nous en sommes au chapitre 4 sur les autres méthodes d'évaluation. Alors en introduction, ces méthodes portent sur une actualisation de survaleur par rapport à la valeur de rémunération attendue d'un actif économique ou sur des multiples d'indicateurs économiques ou comptables. Ce sont la méthode de l'EVA, Economic Value Added, et la méthode des multiples. Commençons par la méthode de l'EVA. Une rentabilité étant attendue de l'actif économique, et l'actif économique le plus souvent est équivalent au montant des capitaux engagés, toute rémunération supérieure est considérée comme de l'EVA annuel. Alors je dis que l'actif économique est équivalent au montant des capitaux engagés puisque l'actif économique est financé par les capitaux engagés, donc on peut créer une égalité. La somme de l'actualisation des EVA, donc des Economic Value Added, des valeurs économiques rajoutées, donne la MVA, Market Value Added, c'est-à-dire la valeur qui est susceptible de rajouter le marché par rapport à la valeur comptable. Et la somme de l'actualisation des EVA qui donne la MVA, qui est une survaleur qui ressemble au goodwill, mais n'est a priori pas affectée, pas affectée exclusivement et précisément à l'immatériel. Alors avec l'EVA, la valeur d'entreprise serait égale à l'ANC, l'actif net comptable, plus la MVA, toute la survaleur générée par le marché. Alors le marché, ça peut être le marché des biens avec des plus ou moins values, des biens style terrain, des biens corporels, construction, etc. Et également une survaleur que pourrait engendrer la cotation sur des marchés financiers, avec une cotation qui serait supérieure à la valeur comptable ramenée à l'action. Et donc on peut raisonner au niveau de l'entreprise en elle-même, puisque l'entreprise c'est un nombre d'actions fois le cours de l'action recherchée. Donc on pourrait dire que la valeur de l'entreprise serait égale à la valeur comptable plus la MVA que rajoutent les marchés financiers et puis également les marchés des biens. Bon. Corporels, sur les constructions, les terrains, etc. Donc là, la MVA, en partant d'une valeur d'entreprise qui est égale à l'ANC, intégrerait en plus la valeur de l'immatériel et les plus-values latentes sur actifs inscrites au bilan. Les marchés financiers sont susceptibles de valoriser fortement l'immatériel, notamment sur des sociétés par exemple du luxe qui présentent de bonnes perspectives d'avenir et supérieures à une moyenne attendue par les financeurs. Bien. Donc la MVA est égale à la somme des EVA actualisés et nous calculons un Economic Value Added annuel qui est égal au résultat opérationnel prévisionnel. Donc là j'ai dit bénéfice parce qu'effectivement je me situe dans une optique positive, mais on peut très bien avoir un résultat opérationnel qui ne soit pas un bénéfice. On pourrait être en déficit, à ce moment-là l'EVA serait négatif. Donc ça voudrait dire qu'au contraire, au lieu que les marchés de biens et les marchés financiers rajoutent de la valeur par rapport à l'ANC, la valeur réelle de la société serait inférieure à cette ANC. Bon. Soyons positifs, donc considérons un EVA qui serait positif avec un résultat opérationnel prévisionnel supérieur à la rémunération attendue de l'actif économique. Étant donné que l'actif économique est financé le plus souvent à la fois par des détenteurs de capitaux propres, les actionnaires, et puis puisqu'ils détiennent des actions, et également par des financeurs prêteurs, que ce soit des banques ou des obligataires sur les marchés financiers par exemple, eh bien nous faisons une moyenne du coût du financement. La moyenne du coût du financement, c'est, comme nous l'avons vu sur des vidéos précédentes, le CMPC, le coût moyen pondéré du capital, pondéré par l'importance relative des sources de financement, capitaux propres et endettement au sens financier. Ce CMPC, on l'appelle aussi, dans le jargon économique et financier, comme vous l'avez déjà vu, mais je fais un rappel, le coût du capital général, générique qui est engagé,
apporté, détenu et puis emprunté. Et en anglais, on utilise le terme WACC. What does that mean? Weighted Average Cost of Capital. Donc il y a le poids, un weight, le poids, la pondération dans la moyenne, l'average. Donc nous déterminons chaque année un EVA annuel par différence entre un résultat opérationnel prévisionnel. Alors il est préférable de le calculer net dièse pour savoir effectivement, déduction faite du prélèvement fiscal, ce que va générer l'entreprise par rapport aux attentes minimales après IS avec le CMPC appliqué à l'actif économique. Donc CMPC fois actif économique, c'est ce que l'on attend, hein, en euros ou une autre valeur, hein, une devise, et on compare par rapport à ce que projette l'entreprise en résultat opérationnel prévisionnel. J'utilise le terme de résultat opérationnel. Il peut s'agir, si on est en IFRS, de résultat opérationnel, ou si l'on est sur une documentation PCG de l'autorité des normes comptables, donc on sera plutôt sur le résultat dit d'exploitation qui est proche d'un résultat économique, puisqu'on cherche à savoir quel est le résultat économique projeté par l'entreprise, dit résultat opérationnel ou résultat d'exploitation par rapport à l'attente minimale, à savoir rémunération CMPC fois de rémunération l'actif économique. Voilà, donc je pense que maintenant c'est clair. Et maintenant nous pouvons passer après la méthode de l'EVA qui comporte un certain nombre de similitudes avec le goodwill, mais on voit que l'actif économique en goodwill est rémunéré, du moins théoriquement, par Airfree, la rentabilité sans risque, le taux des OAT, le plus souvent. Effectivement, bon, vous m'avez fait la remarque en cours en me disant que, voilà, par exemple, sur la section formation initiale, hein, et puis les alternants aussi sont intervenus, hein, que je salue par ailleurs, je salue les deux formations, que effectivement, et puis je salue tout le monde, bien sûr, que on peut aussi considérer par exemple le taux du livret A comme étant un taux sans risque. Oui, voilà. Bon, bon. Là on prend en général les OAT parce qu'on considère que voilà, il n'y a pas de limitation, hein. Sur le livret A il y a de la limitation en termes de placement. Là sur les OAT, on peut avoir, si on prend cette référence, une rémunération, qui n'est le placement qui n'est pas limité. Enfin, je parle pour ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise, hein, et donc qui placent, hein, qui sont des obligataires, par exemple. Bon, je ferme la parenthèse et donc je disais il y avait des similitudes entre l'EVA et puis entre la méthode de l'EVA et la méthode du goodwill. Pour la méthode de l'EVA, on calcule un EVA chaque année. Pour la méthode du goodwill, une rente de goodwill annuelle. Ensuite, avec l'EVA, on somme les EVA actualisés, ça nous donne la market value added. Avec la méthode du goodwill, on somme les rentes annuelles de goodwill, ce qui nous donne le goodwill. Bon, bref, donc vous pouvez voir sur une vidéo précédente la méthode du goodwill si vous avez besoin de réviser. Bon, maintenant je continue sur le grand 2, la méthode des multiples et comparables. L'objectif de cette approche est de reconstituer le cours de bourse théorique ou de s'intéresser à un prix introductif en bourse que l'on serait susceptible de proposer pour une société cible. On a vu un certain nombre de TD sur lequel j'ai utilisé cette méthode. Donc l'objectif de cette approche est de reconstituer pour la méthode des multiples et comparables le cours de bourse théorique ou un prix d'introduction en bourse de la société à évaluer, que j'appelle aussi une société cible. La première méthode des multiples est celle du PER, c'est la première méthode historique en termes de multiples, même si elle ne porte plus ce nom vraiment de multiples. La deuxième méthode plus aboutie est celle dite des comparables au sens strict. La valorisation par la première méthode du PER, c'est-à-dire du Price Earning Ratio, donc Price le prix, Earning c'est le gain, et ratio, on fait la comparaison du prix par rapport au gain. Bon. La valorisation par la première méthode consiste à appliquer un multiple au résultat net pour obtenir la valeur nette de l'entreprise ou valeur de marché des capitaux propres souhaités. La valorisation par la méthode des comparables consiste à appliquer les multiples de capitalisation sur des inducteurs, les inducteurs étant soit du chiffre d'affaires, le BE, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation et les résultats nets. Un inducteur, c'est un indicateur qui, si on le multiplie avec justement un élément qu'on appelle multiple, on obtiendrait une valeur globale de l'entreprise. Bon, je vais préciser mes propos. La valorisation par la méthode des comparables consiste à appliquer les multiples de capitalisation sur chiffre d'affaires ou sur EBE, sur résultat d'exploitation, parfois le résultat net, mais c'est vrai que sur le résultat net, je vais, pour simplifier, l'occulter parce que
on a déjà la méthode du PER qui part du résultat net par action, du BPA, bénéfice par action. Donc la valorisation par la méthode des comparables consiste à appliquer les multiples de capitalisation sur chiffre d'affaires, EBE et résultat d'exploitation, le plus souvent observés dans des sociétés cotées en bourse et intervenant dans des activités semblables ou proches de l'entreprise à évaluer pour obtenir dans un premier temps la notion de VGE, valeur globale de l'entreprise, qui en réalité reflète l'actif économique et qui est équivalent, si on considère un bilan conceptuel, est équivalent, cet actif économique, est équivalent mathématiquement à la dette financière nette et aux capitaux propres en valeur de marché qui ont permis de financer cet actif économique. Il suffira alors de soustraire la dette de la VGE pour obtenir la valeur de marché souhaitée des capitaux propres de la société ciblée. Bien. Dans un premier temps, au niveau méthodologique, il est nécessaire de constituer un échantillon de sociétés comparables comme on l'a vu en TD. Les sociétés de l'échantillon peuvent intervenir dans le même secteur d'activité et donc supporter un risque économique proche ou intervenir dans différents secteurs, mais le risque, la maturité et les perspectives de croissance doivent être assez proches. Bien entendu, ces sociétés doivent être cotées sur un marché financier. Ensuite, il faut sélectionner les inducteurs de valeur, chiffre d'affaires, BE ou RE. Il est nécessaire de calculer les multiples des sociétés comparables pour les inducteurs retenus. Bien, donc on prendra la VGE de chacune des sociétés, donc on sommera pour chacune des sociétés du panel, du secteur d'activité, la dette financière nette, plus la capitalisation de chacune des dites sociétés. On obtiendra la VGE et ensuite on divisera par l'inducteur, par exemple le chiffre d'affaires de chacune des sociétés. Et on fera ensuite un multiple, on calculera un multiple et donc on déterminera ensuite un multiple moyen. Maintenant, passons au PER. Alors, le PER, alors oui, je reviens un tout petit peu sur la méthode précédente, puisqu'on calculera un multiple moyen, et ce multiple moyen, on pourra l'appliquer, par exemple, à l'inducteur chiffre d'affaires de la société cible, et donc on obtiendra la VGE de l'entreprise cible, et il n'y aura plus qu'à défalquer, à soustraire la dette financière de cette société cible pour déterminer les capitaux propres que l'on souhaite en valeur de marché selon cette méthode de multiple au sens strict. Bien, donc maintenant nous passons à la méthode du PER. Voilà, puisque là j'ai abordé la méthode des multiples. Oui, c'est ça. J'ai abordé la méthode des multiples. Alors au niveau de l'introduction, au niveau de l'introduction, j'ai été un peu, oui voilà, j'ai un peu détaillé, on va dire. Et là, j'y reviendrai sur cette méthode parce que je l'ai déjà pas mal exposé, mais ensuite sur les slides suivants, j'aurai quelques schémas. Donc là, après ma longue introduction, je vais aborder grand A, le PER, Price Earning Ratio, dans les détails. C'est le rapport entre le prix au cours de bourse et le bénéfice par action, BPA. En anglais, on appelle ça l'EPS, Earning per Share, hors stock. Share, c'est part sociale, stock, c'est sa action. Le PER, c'est la comparaison du cours de bourse d'une action sur le BPA, bénéfice par action. Alors, si je multiplie au numérateur et dénominateur par le nombre d'actions, ça va me donner au numérateur cours de bourse fois nombre d'actions, c'est-à-dire la capitalisation boursière, et au dénominateur BPA, bénéfice par action fois nombre d'actions, donc le résultat net global. Donc on peut constater un PER sur une société qui est déjà cotée en bourse. Et ce PER indique le multiple du BPA pour obtenir le cours de bourse. Concrètement, si un PER est égal à 10, cela signifie que le cours est le multiple 10 appliqué au BPA de la dite société. En clair, le cours est égal à 10 fois le bénéfice. Donc on peut écrire que cours égale PER fois BPA. Le PER en tant que tel est un multiple qui, appliqué au BPA, donne le cours de bourse. Cette méthode d'évaluation d'une action est encore dite méthode de multiple. Bon, sur une action déjà cotée en bourse, on ne fait que constater le PER. Par contre, si la société n'est pas encore cotée en bourse et qu'on souhaite l'introduire, à ce moment-là, on va calculer un PER moyen du secteur d'activité ou d'un panel de sociétés comparables, et ensuite, ce PER moyen, on le multiplie par le BPA de l'entreprise cible, et donc on trouve le cours de bourse introductif, le prix d'introduction que l'on souhaite en bourse. Bon. Maintenant, nous interprétons les valeurs du PER.
Alors un PER en général, quand on estime qu'il est normal, entre guillemets, c'est entre 10 et 15. Euh, un PER faible, maintenant c'est en dessous de 10, un PER fort c'est au-dessus de 15 en moyenne. Un PER faible comparativement à des entreprises semblables en termes de rentabilité financière, rentabilité économique, taux de profitabilité, niveau de chiffre d'affaires hors taxe, perspective d'avenir, peut donner un signal au marché de sous-cotation du titre. Alors je vais prendre un exemple extrême. Si par exemple nous avons un PER de 2, ça veut dire que le cours est 2 fois le bénéfice. Donc si vous investissez dans le cours, vous allez récupérer votre mise de fonds en 2 ans. Alors, ça peut donner un signal de sous-cotation du titre, mais dans cet exemple extrême, ça peut aussi vouloir dire que si le PER n'est que de 2, certainement les perspectives d'avenir de la société sont revues largement à la baisse. Le carnet de commandes s'amoindrisse. Bon, et l'entreprise a pu avoir un bel historique et donc exprimer un résultat correct qui vient d'être arrêté. Mais qu'en sera-t-il exactement des bénéfices, des résultats futurs? Donc quand le PER est trop faible, cela peut donner un contre-signal, non pas de sous-cotation du titre, mais au contraire de difficulté de l'entreprise. Si vous avez un PER qui est un peu en dessous de 10, eh bien parce que quand on a un PER de 10, ça veut dire que la rentabilité boursière est de 10%, ce qui est déjà tout à fait correct. Bon, quand on est en dessous d'un PER de 10, la rentabilité boursière sera inférieure à 10%. Donc un PER par exemple de 7 ou 8 peut indiquer une sous-cotation, mais pas forcément d'inquiétude sur les perspectives d'avenir de l'entreprise. Alors je disais qu'un PER faible peut donner un signal au marché financier de sous-cotation du titre, s'il n'est pas trop faible. Le titre sera alors intéressant à l'achat, à prix modeste, pour réaliser ultérieurement une plus-value ou pour prendre le contrôle par achat progressif de blocs d'actions. Il peut aussi signifier que les perspectives, à contrario, que les perspectives d'avenir de l'entité s'amenuisent. Que les perspectives s'amenuisent. Voilà. S'amenuisent. Ok. J'aurais dû mettre en diapositive, en plein écran. Une analyse projective est donc nécessaire pour compléter l'approche afin de porter un jugement éclairé. On peut faire une analyse financière de l'existant de l'entreprise et puis aussi une analyse projective pour être complet. Voilà. Donc vous voyez, sur mes cours d'évaluation d'entreprise et mes cours de décision financière, ceux-ci sont intimement liés. A contrario, un PER fort semblerait à première vue indiquer un prix trop élevé de l'action. En effet, si l'on observe le PER et la rentabilité boursière, la hausse de valeur d'une action sur un exercice comptable est représentée comptablement par son BPA. Et en supposant que les marchés financiers intègrent ce bénéfice en hausse de cours, c'est-à-dire que si on a une hausse de réserve par action, ramenée à l'action, la hausse de cours doit être au moins équivalente. Donc je disais, en effet, si l'on observe le PER et la rentabilité boursière, la hausse de valeur d'une action sur un exercice comptable est représentée comptablement par son BPA. Et en supposant que les marchés financiers intègrent ce bénéfice en hausse de cours, mais parfois l'intégration est supérieure du fait des profits futurs et des modèles d'actualisation des flux futurs, la rentabilité boursière serait égale à BPA sur cours. Or, le PER est égal à cours sur BPA. Donc on voit que le PER est l'inverse de la rentabilité boursière sous les hypothèses simplificatrices évoquées. Puisque effectivement, quand je fais cours sur BPA, il faudrait que je fasse un rapport entre le cours de l'exercice et le BPA vraiment de l'exercice, qu'il n'y ait pas un décalage en prenant le BPA de l'année précédente, puisque vous savez que, par exemple, pour la partie du bénéfice qui est attribuée sous forme de trésorerie aux actionnaires, il s'agit de dividendes et le dividende provient du résultat antérieur. Bon, petit détail technique. Voilà. Maintenant, je passe à la méthode des comparables. Méthode des comparables, aussi dite de la VGE. Donc là, nous avions abordé le PER dans les méthodes des multiples et comparables. Et maintenant, la méthode des comparables au sens strict, dite aussi de la valeur globale d'entreprise. Voilà, au sens strict. Ok. Alors, je me suis déjà un petit peu étendu sur la question, mais là, on va être plus précis. Si l'inducteur retenu est un inducteur non impacté par les charges financières,
et donc par l'aspect financement par emprunt. Nous avons des inducteurs comme le chiffre d'affaires, le BE, le résultat d'exploitation. Le multiple est obtenu par le rapport entre la VGE, valeur globale de l'entreprise, qui correspond à la valeur des fonds propres et de l'endettement, les éléments qui financent cet actif économique, cette VGE. Donc je disais, si l'inducteur retenu est un inducteur non impacté par les charges financières, à savoir du chiffre d'affaires, de l'EBE, le RE, le multiple est obtenu par le rapport entre la VGE, valeur globale d'entreprise, égale valeur des fonds propres et de l'endettement, de l'entreprise comparable et l'inducteur retenu. Alors pour ne pas vous tromper, prenez l'habitude de faire ce petit schéma où vous avez l'actif économique égale VGE, c'est financé par quoi? Par de la dette et des capitaux propres que l'on cherche en valeur de marché. Tous ces éléments sont considérés en valeur de marché. Donc nous prenons le multiple qui est égal à la VGE sur l'inducteur. Donc exemple VGE sur chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, EBE, bref. Et d'où le VGE de l'entreprise à évaluer. Si on prend une entreprise comparable ou un panel d'entreprises comparables, donc on va prendre le multiple de l'entreprise comparable ou la moyenne de multiples du panel des comparables multiplié par le RE de l'entreprise cible. Et la valeur nette de l'entreprise à évaluer sera donc égale à sa VGE qu'on vient de calculer, moins la dette financière nette. Voilà. Ok, donc n'oubliez pas ce petit schéma, pardon, où je rectifie, parce que j'ai mis, là c'est un plus, mais c'est un égal bien sûr, actif économique égale CP0 plus D égale VGE. Voilà, donc j'ai rectifié, et maintenant, la méthode oui, donc maintenant je crois qu'il nous reste un slide. La valeur des fonds propres et de l'endettement sont à retenir en valeur de marché si on prend les sociétés comparables, et puis on va déterminer la valeur de fonds propres de l'entreprise cible. Le multiple ainsi obtenu sera appliqué, alors quand je relis, la valeur des fonds propres et de l'endettement sont à retenir en valeur de marché, le multiple ainsi obtenu sera appliqué à la société étudiée et permettra d'obtenir la VGE. Et pour obtenir la valeur des fonds propres, il est nécessaire de retrancher à la VGE la valeur de l'endettement de la société étudiée. Voilà, j'espère que j'ai été dans l'ensemble clair sur cette période un petit peu intense de cours que j'assure en master CCA et puis que vous suivez, vous tous. Et voilà, donc je vous dis portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill, Goodwill à toutes et à tous. À bientôt, bye bye.